Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous allez suivre tout de suite l'émission On en parle à Taïwan et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur les ondes courtes. Donc nous sommes dans On en parle à Taïwan, qui vous est présenté aujourd'hui par Valentin Floquet, Florian Dai et Sasa. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Je vais commencer peut-être par mon sujet. Il y a eu récemment, même très récemment cette semaine, un pop-up, c'est-à-dire un magasin éphémère d'une très célèbre marque de hamburgers américaine, même californienne très connue, qui s'appelle In-N-Out, qui est un peu qui est très légendaire par le fait qu'en fait on ne trouve qu'en Californie justement cette marque, et donc que tout le monde veut se l'arracher parce que c'est le seul endroit où on peut en trouver. Et donc je vais parler un petit peu de pourquoi ils sont venus à Taïwan cette semaine pour une journée seulement. D'accord, du coup in et out directement, ça tombe bien parce que de mon côté je vais parler aussi de personnes qui sont in et out dans la campagne électorale pour les élections législatives du 13 janvier prochain. Je vais faire un focus sur des personnalités jeunes du côté du DPP, certaines qui partent et certaines qui arrivent. Et Floriane ? Et moi, je vais parler d'autres personnes qui ont été rendues out, plus particulièrement des enfants de jardins d'enfants qui ont été assommés par des somnifères. Voilà, on en a beaucoup parlé ces 2 dernières semaines à Taïwan, donc on va revenir un petit peu sur cette affaire. D'accord. Du coup, on va peut-être commencer par mon sujet, parce que le tien est très plombant, on va dire, donc... On va commencer par la politique, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'élection présidentielle du 13 janvier prochain, mais il faut rappeler qu'en même temps, il y aura les législatives. Bien sûr. Et donc, les différents partis politiques sont déjà dans les starting blocks. Et ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'au DPP, donc le parti démocrate progressiste qui est actuellement au pouvoir à Taïwan, qui est quand même un parti... ces dernières années, globalement plus proche des jeunes que le KMT. Donc là, ils restent dans cette perspective pour les prochaines élections législatives. Et donc, ils continuent à travailler avec beaucoup de jeunes, notamment des jeunes qui sont issus du mouvement des tournesols en 2014. Parce que ce mouvement avait donné lieu à un certain renouvellement de la classe politique avec la création de nouveaux partis, mais aussi certains militants qui avaient rejoint le DPP ensuite. Mais bon, d'abord, je vais commencer par vous présenter 2 personnalités qui sont out, donc qui abandonnent la course. Tout d'abord, Lin Feifan. Je ne sais pas si nos auditeurs s'en souviennent. En tout cas, en 2014, c'était l'un des porte-paroles du mouvement des tournesols. Il était étudiant à l'époque. Et aujourd'hui, il a 35 ans. Donc, quand même, pour un homme politique, il est quand même assez jeune. Donc, lui, en fait, il a eu une carrière vraiment fulgurante. Donc, après avoir été l'un des porte-paroles du mouvement des tournesols, il a fait un master en sciences politiques à la London School of Economics, la même université que Tsai Ing-wen. Il est devenu ensuite secrétaire général adjoint du DPP. Et donc, en mai de cette année, il a été nominé pour se présenter dans une des circonscriptions de Taipei pour les législatives. Mais 2 semaines après, il a déclaré forfait, entre guillemets, parce qu'il y a eu toute une série d'accusations d'agression sexuelle au DPP ces dernières semaines. Je pense que si vous écoutez RTI, vous êtes au courant. Et donc, il n'y a pas eu d'accusation contre lui, mais contre l'un de ses subordonnés. Et en fait, l'affaire avait été étouffée pour ne pas faire de vagues. Oui, en fait, c'était sa subordonnée qui avait été accusée, non pas d'agression, mais d'avoir étouffé l'affaire. Voilà. Et donc, comme il était son chef, il a pris sa responsabilité et il a décidé de ne pas finalement se présenter au poste, à la course pour le yuan législative. Alors
même qu'il a aussi été innocenté. Il y a eu une enquête par rapport à sa responsabilité et il a été innocenté. On a dit qu'il n'avait pas de responsabilité individuelle dans cette affaire-là par rapport au fait que l'affaire était étouffée parce qu'il y avait aussi une histoire de confidentialité et donc il n'était pas au courant et il pouvait pas faire grand-chose. En fait, il a dit si la victime ne souhaite pas porter plainte ou dénoncer cette histoire, eh ben, on respecte sa volonté. Et en fait, après, il a dit qu'effectivement, il aurait pu se demander pourquoi est-ce qu'une victime ne souhaite pas porter plainte. Et essayer de voir les problèmes qu'il y avait internes au DPP qui ont mené à cette situation. Mais en tout cas, ça témoigne peut-être d'une volonté d'être irréprochable à l'approche des élections au DPP. Ouais. Alors, la deuxième personnalité qui est out est un peu moins jeune, mais bon, quand même, c'est Freddie Lim. C'est le fameux député rocker du yuan législatif, parce que c'était un musicien très connu du groupe Chthonic, groupe de rock, mais en fait plutôt de death metal, parce que ça déménage. Et donc il ne se représentera pas aux élections législatives pour raisons familiales. Il nous manquera en quelque sorte parce que bon, c'était quand même un député hors du commun, non seulement par son parcours, mais aussi parce qu'il utilisait beaucoup le taïwanais au sein du yuan législatif pour interpeller les ministres. Il leur parlait en taïwanais. Ensuite, dans la catégorie des in, oui. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler, en tout cas si vous êtes à Taïwan. Voilà, il y a Miao Poya. Donc Miao Poya, qu'on surnomme A Miao, ça veut dire la jeune pousse. C'est très représentatif puisqu'elle est très jeune, elle a 35 ans. C'est une militante des droits de l'homme à la base. Elle a beaucoup milité contre la peine de mort et je dirais que c'est un peu là qu'elle a fait ses armes parce qu'à Taïwan, militer pour l'abolition de la peine de mort, c'est pas facile. C'est très impopulaire. Tout à fait. Et en fait, elle était très, très timide. Et grâce justement à son travail de militante, elle a pu se faire une carapace. En tout cas, elle est très acérée quand on voit ce qu'elle poste, par exemple, sur les réseaux sociaux. Ça y va. Oui, et d'ailleurs, donc elle a rejoint le Parti social-démocrate, qui est un des partis qui est né dans le sillage du mouvement des tournesols, auquel elle a aussi participé en 2014. Et elle s'est présentée aux législatives, elle n'a pas été élue, mais elle avait un bon score. Et ensuite, elle a été élue en 2018 conseillère municipale de Taipei. Et elle a été, on peut dire, la bête noire du maire Ko Wen-je, parce qu'elle n'arrêtait pas de l'interpeller sur des sujets sensibles avec beaucoup de punch et en mettant tout ça en ligne en direct et tout. Et donc là, on vient d'apprendre qu'elle se présente dans la circonscription de Ta'an à Taipei. Et donc, elle n'est pas du DPP, mais le DPP va quand même soutenir sa candidature. Ils essayent de soutenir des personnes d'autres partis qui partagent les valeurs, certaines des valeurs, et de soutenir des personnalités aussi de la société civile. On pourrait presque dire que c'est limite une NUPES taïwanaise. Oui, un petit peu. C'est tout à fait. En plus, vraiment, le Parti social-démocrate auquel elle appartient se veut clairement un parti de gauche. Parce que c'est vrai que le DPP et le KMT sont... Ni de droite ni de gauche, c'est plutôt mais plutôt de droite quand même. Hein. Mais plutôt de droite quand même. Mais c'est pas ce qui les définit. Tout à fait. Mais ils sont pas vraiment de gauche en fait. Ça dépend plus des personnes que du parti, oui. Tout à fait. Mais en tout cas, il n'y a pas de volonté du parti de s'afficher à gauche du tout. Contrairement justement au parti auquel appartient Miao Poya, qui voudrait vraiment s'afficher à gauche. Et du coup, dans sa conférence de presse, elle a mis l'accent sur les sujets qu'elle voudrait porter lors de sa campagne, le droit au logement pour les jeunes, l'accès aux crèches, l'égalité femmes-hommes et les conditions de travail. Donc, il y a encore quelques remous au sein du DPP, certaines personnes qui ne la soutiennent pas forcément, mais je crois qu'ils sont minoritaires. Et donc, on attend, Floriane, une émission de Femmes d'ombre, Femmes de lumière sur Miao Poya, j'espère. Oui, j'aimerais beaucoup l'interviewer. Je ne sais pas quand est-ce que ça sera possible, mais elle est dans les tiroirs. Alors, hier, une autre personne qui est in, elle a participé à la même conférence de presse du DPP que Miao Poya, c'est Wu In-ning. Elle a 50 ans, bon, elle est un peu moins jeune, mais elle est encore très, très énergique. C'est la fille du poète et militant écologiste Wu Sheng. Et elle se présentera pour le DPP dans une circonscription rurale
à Zhonghua, dont elle est originaire. Et elle parlait aussi en taïwanais lors de la conférence de presse. Et il y a eu, dans le poste qu'elle a occupé précédemment, il y a eu une série de critiques, mais potentiellement, je pense qu'elle pourrait être assez populaire dans cette circonscription parce qu'elle va porter les problématiques des agriculteurs à Taïwan au yuan législatif si elle est élue. Et enfin, je voudrais juste faire un petit point sur une troisième personne qui est in, c'est Vincent Chao, qui a 34 ans. Et il a été élevé au Canada. Et d'ailleurs, il vient d'être interviewé par Arte, donc on le verra peut-être à la télé en France bientôt. Alors lui, il a une carrière encore plus fulgurante que Lin Feifan. Il a été journaliste, interprète anglais-chinois au DPP. Et ensuite, il a tout de suite été au poste de directeur adjoint des relations internationales du DPP au moment de la première élection de Tsai Ing-wen. Puis directeur de cabinet du secrétaire général du Conseil de sécurité nationale, puis du palais présidentiel, puis du ministre des Affaires étrangères. En 2019, il a été directeur du service politique du bureau de représentation de Taïwan aux États-Unis, alors qu'il n'avait que la trentaine. Donc ça a suscité beaucoup de jalousie de la part des diplomates de carrière qui, eux, attendaient une promotion depuis très longtemps. Et ça a fait beaucoup polémique dans la presse aussi. Et depuis 2022, il est conseiller municipal de Taipei pour le DPP. Et on vient d'apprendre en mai dernier qu'il a été nommé parmi l'un des 3 porte-paroles de la campagne présidentielle du candidat à la présidence du DPP, Lai Ching-te. Donc en conclusion, je voudrais juste mettre l'accent sur le fait que tout ça témoigne de la place importante accordée aux jeunes par le DPP dans cette campagne et le fait que le DPP essaye de coopérer de manière large avec d'autres partis ou avec la société civile. Donc voilà, c'est à suivre. Oui, ça s'annonce. Voilà, en parlant peut-être un petit peu des campagnes, etc. Il y a un petit poids là qui vient se rajouter à toutes les autres affaires, MeToo et compagnie. C'est cette histoire qui a, alors que le candidat du KMT venait d'annoncer sa candidature, enfin que le KMT venait d'annoncer son candidat, eh bien on a donc cette histoire qui leur explosait entre les mains. Voilà, une petite bombe. En fait. Ils étaient au courant déjà qu'il y avait quelque chose, puisque en fait, entre février et avril de cette année, plusieurs parents avaient constaté que leurs enfants qui étaient dans une même crèche étaient irritables et qui commençaient à s'automutiler. Et ces enfants, quand les parents les ont interrogés, ont dit qu'ils avaient bu une potion arc-en-ciel, donc c'était le nom que les enseignants leur donnaient, et qu'ils étaient également punis physiquement par leurs enseignants. Donc, des parents ont signalé cet incident à la ville de Nouveau-Taipei, donc à la fin avril d'abord, par l'intermédiaire d'une ligne d'assistance téléphonique, et aucune réponse n'a été donnée à ce moment-là. L'école a annoncé qu'elle fermerait ses portes ensuite à la fin du mois de juillet, le 12 mai, en disant que c'était l'expiration de son bail. Donc voilà, juste elle a annoncé qu'elle ne continuerait pas plus tard. Ensuite, le 14 mai, les parents se sont présentés au bureau de police pour porter plainte par rapport à ces boissons qui avaient été données à leurs enfants qui avaient apparemment des effets sur leur comportement. Le bureau de l'éducation de Nouveau-Taipei a affirmé que ce report n'a été reçu que le lundi 15. Et c'est le 17, donc mercredi, que Eric Zhu, donc le directeur du KMT, le Kuomintang, a annoncé que c'était le maire sortant de la ville de Nouveau-Taipei, Hou Yu-ih, qui serait candidat à la présidence en 2024. Donc c'est 2 jours après, ou 3 jours après même, qu'ils aient reçu cette plainte des parents. Et pour l'instant, rien n'est encore ébruité. Donc ils n'ont absolument rien fait, au début en tout cas. Le lendemain, le bureau de l'éducation de la ville ont mis en place une équipe spéciale. Et le soir, ils ont été saisir un ordinateur et commencer à enquêter, mais discrètement toujours. Et c'est seulement le lundi 22, donc plus d'une semaine après que la plainte a été posée, que des tests ont été proposés aux enfants pour détecter la présence de drogue.
on sait très bien qu'après qu'il y ait une semaine entière qui se soit passée, les drogues sont beaucoup moins détectables. Et un parent qui ne faisait pas confiance aux tests proposés par l'école a emmené ses enfants dans plusieurs hôpitaux pour faire 2 tests urinaires et une analyse sanguine. Et donc le 1er juin, un des hôpitaux lui a informé que le test avait été positif pour des barbituriques. Donc on va revenir sur ce que sont ces barbituriques. On parle aussi de phénobarbital et de benzodiazépine. Si vous êtes comme moi, vous n'aurez probablement jamais entendu ces mots-là. Peut-être que si, Non. mais pour les personnes qui n'en ont pas entendu parler... Pour les gens qui ont des troubles du sommeil, ce sont des noms qui reviennent quand même Ah souvent. oui. Oui. Voilà, donc c'est utilisé comme somnifère, exactement. À la base, ce sont des médicaments utilisés pour contrôler les convulsions, dans certains cas d'épilepsie, et également comme somnifère. Et un médecin à Taïwan disait que c'est quasiment jamais donné à des enfants de cet âge-là. Le seul cas dans lequel ça pourrait être donné, c'est quand ils ont des antécédents d'épilepsie. Mais donc là, c'était clairement pas le cas et pas pour tous les enfants. Enfin, voilà, donc c'était... Et c'est un médicament qui est réglementé classe 3 à Taïwan. Ça veut dire que c'est pas on le trouve pas comme ça, c'est seulement donné sur ordonnance. Ah oui, alors du coup, non seulement il y a une tentative probable d'étouffer l'affaire, mais en plus, on se demande comment ils ont pu se procurer ces barbituriques pour les administrer en plus à des enfants. Voilà, donc il y a le comment, il y a Qui ? Il y a qui, exactement. Il y a qui est-ce qui a accepté de participer, qui est-ce qui était au courant et a laissé couler ou pas. Depuis quand ? Et depuis quand ? Parce que les parents ont remarqué des changements d'attitude depuis février, donc après le Nouvel An chinois. Donc ça fait quand même tout un semestre. Là, je vais rebondir là-dessus parce que j'ai entendu un témoignage hier à la télé taïwanaise locale qui parlait d'un changement de comportement il y a un peu plus d'1 an. Wow. Donc, Effectivement, ça c'est peut-être d'autres parents qui ont remarqué ça à différents moments. Un enfant de 2 ans qui avait changé, qui avait commencé à s'automutiler, à se taper lui-même depuis plus d'1 an. Donc, alors c'est son témoignage. Et en changeant les enfants d'école après, en une semaine, ils ont déjà vu des changements de comportement. Les enfants sont plus joyeux, ils dorment mieux. Ils arrivent à parler aussi de ce qui leur était arrivé, de comment les enseignants les frappaient aussi à l'école, alors que c'est interdit par la loi. Et du coup, tout ça, ça a un impact sur la campagne du candidat du KMT à l'élection présidentielle qui est actuellement maire de Nouveau-Taipei ? Eh bien oui, puisqu'il est sous le feu des projecteurs. Il a organisé 2 réunions avec les parents d'élèves à porte fermée, donc seulement les parents étaient autorisés. Ils ne pouvaient pas déléguer quelqu'un d'autre s'ils n'avaient pas la responsabilité légale des enfants, ils ne pouvaient pas rentrer. Et les journalistes, la presse étaient également maintenus à l'extérieur, donc ils étaient assez mécontents de la manière dont ça avait lieu comme réunion. Il a aussi délégué à d'autres directeurs de bureau, soit de la santé, soit de la police, pour parler de ces affaires, mais pas le faire lui-même. Donc il a assez peu pris ses responsabilités. Un projet d'inspection sur place a été lancé le 5 juin par le bureau de la santé de la ville. Et, petite ironie, le 6, Hoyoi, donc le maire du Nouveau-Taipei, a annoncé sur Facebook que le magazine Global Views lui avait décerné pour la 4e fois d'affilée le titre de maire 5 étoiles. J'imagine qu'il a dû avoir des commentaires sur son compte Facebook, non ? Voilà, donc... alors on peut remettre justement, comme tu disais, la plainte a été posée le 14 mai, c'est ça ? C'est ça, oui. Voilà, 15 mai accepté le dossier par la police. Et donc, seulement une inspection le 5 juin pour une affaire aussi grave, c'est quand même assez grave. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'aucun des autres parents de l'école n'a été informé. De ce que disait justement, c'est dans le témoignage que j'ai écouté hier, ces derniers jours. Le parent disait j'ai rien entendu, c'est juste quand l'affaire a éclaté au niveau de la presse que j'ai su qu'il y avait un problème avec mon enfant et que c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Et c'était le 28 mai. 28 mai, c'était déjà 2 semaines plus tard. Donc 14 jours exactement après la plainte déposée. Donc là, c'est là qu'il y a la grosse
remise en question déjà au niveau du public par rapport à Royoi, parce que la mairie du Nouveau Taipei a pas pris ses responsabilités pour informer ne serait-ce que les autres parents d'élèves, ni l'école, ni les dirigeants de l'école, ni les responsables politiques ou des bureaux spécialisés ont pris leurs responsabilités pour prévenir tout le monde et qu'il y ait une action rapide qui soit faite au niveau des parents, au niveau d'un regroupement des témoignages, autres que les parents qui ont porté plainte. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que Royoi, je crois qu'il a fait sa carrière dans la police. Et normalement, c'est le genre d'affaires que les policiers devraient prendre a priori au sérieux. Mais j'imagine que c'est sensible. C'est très probablement politique, le fait qu'il n'en ait pas parlé, parce qu'il a été annoncé candidat à la présidentielle 2 jours après avoir été informé probablement. Donc c'était un très mauvais timing pour lui, donc il a étouffé l'affaire. Peut-être. Et donc là, ça lui pète au visage. Et en plus, ce jeudi, il y a eu également l'annonce qu'il y a un autre jardin d'enfants à Sije, donc c'est dans un autre quartier de Nouveau Taipei, à l'opposé, mais ça reste quand même dans cette commune, où il soupçonne également l'usage de somnifères. Eh bien, à suivre alors. Donc c'est aussi à suivre et c'est peut-être alors, effectivement... Ce sont des jardins d'enfants ou des crèches? Youzhuyan. Youzhuyan, ce sont des crèches. Des crèches. Parce que jardin d'enfants, souvent, c'est pour après le travail, ou c'est plus des choses de loisirs crèche, c'est vraiment pour la garde Je pense que c'est pour la garde à temps plein. Voilà. Toute la journée, pas temps plein. Ils ne travaillent pas. En tout cas, moi, en tant que parent d'enfants de cet âge-là, ça ne me rassure pas du tout. Mais bon, je peux rappeler d'ailleurs de mon côté, je suis du Nouveau Taipei, j'habite au Nouveau Taipei, j'habite à Luzhou, pour ceux qui ne savent pas, c'est au nord donc, de Banqiao. Et les parents arrêtent pas de poser des questions. Là, il y a tout le monde qui s'est un peu réveillé aussi à ce niveau-là. Il y a des groupes de questionnement qui sont organisés sur Line pour pouvoir en parler avec les enseignants. A priori, dans notre école, là où je suis, c'est une école publique. Il n'y a eu aucun problème. Alors, il faut rappeler aussi que cette école en question, c'est une école privée. C'est une école privée qui fait partie d'une chaîne, en fait. Ils ont plusieurs établissements et l'autre, à Sije, c'est également le cas. C'est OK. Et je crois qu'on en a aussi à Luzhou d'ailleurs de cette école. Voilà. Donc, mais dans le public, quand même, il y a pas mal de transparence. Je vois tous les échanges qui sont faits entre les parents et les enseignants sur ce qui se passe de la journée, le nombre de rapports que les enseignants doivent donner. C'est quand même assez important et c'est aussi pour ça que le public est si prisé par les parents et qu'il n'y a pas beaucoup de place. C'est que il y a quand même une certaine qualité qui est fournie aux parents d'élèves. Voilà. Voilà donc pour l'affaire des somnifères chez les tout-petits. On espère qu'on ne vous a pas endormi avec tout ça, mais en tout cas, on va terminer avec un sujet un peu plus léger. Ah oui, plus léger. Enfin, quoique, c'est parfois difficile à digérer. Voilà, mais bon. c'est ce que j'allais dire, un peu plus léger, sauf pour l'estomac. Exactement, c'est exactement ça que j'allais dire. Donc, on va parler de burgers. Bon, c'est pas forcément de la bonne qualité, mais ça reste toujours un sujet assez, comment dire, populaire et donc voilà, donc In-N-Out, je ne sais pas si vous connaissez cette marque est une marque de burger californienne qui est très très trendy en général. On va dire aux États-Unis et même partout dans le monde, tout le monde parle de cette marque comme la meilleure marque de burger aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est la meilleure? En tout cas, c'est la plus populaire et elle contrôle énormément son image de marque. On va revenir sur ce point-là parce que c'est important pour savoir pourquoi ils font des pop-up stores, donc des magasins éphémères comme ça où ils vendent pendant une journée des burgers de leur marque. Un peu partout dans le monde, pas que à Taïwan, etc. Et donc, cette semaine, il y a eu un pop-up store à Taïwan. Donc déjà, on va parler de ce point-là rapidement. C'était de 9h à 18h, la vente des burgers. Tu y allais? J'y suis allé. C'était bon? J'ai pas pu en acheter. Oh, voilà. Moi, j'étais de garde pour les enfants. Justement, j'allais y venir, mais je suis arrivé vers 14h, ça fermait à 15h. Et déjà, c'était quasiment mort pour moi. Je le savais déjà, mais je suis allé voir pour faire un tour, pour voir ce qui se passait. Il y avait encore une énorme queue. Et le truc, c'est que dès 9h30, tous les 500 burgers étaient déjà vendus.
Alors C'est que comme ça pour ouvrait les à 9h. C'est comme pour les concerts de Madonna, en une demi-heure, tout est pris, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que, voilà, donc ils avaient des bracelets et seuls les gens avec des bracelets pouvaient avoir un burger. Et donc, j'ai posé 2-3 questions en même temps pendant que j'étais sur place au directeur de. Enfin, là, c'était plus ceux qui faisaient l'intermédiaire, des Taïwanais qui faisaient l'intermédiaire entre la personne qui s'occupait de faire les burgers et qui apportait toute son équipe américaine. Hein. C'était fait vraiment par In-N-Out USA. Et donc j'ai posé 2-3 questions, ils m'ont dit bah oui on en a aussi, cette année on a fait aussi en Corée et au Japon. Donc j'ai regardé un petit peu les articles qui sont sortis aussi en Corée et au Japon sur le sujet. Donc en Corée c'était il y a 3 semaines je crois, c'était le 31 mai et au Japon c'était le 6 juin à Tokyo, juste quelques jours avant. Et donc pourquoi In-N-Out fait ça? C'est parce que ça date pas d'hier. Il y avait une campagne déjà en 2022 dans les pays d'Asie du Sud-Est. Il y en avait une autre région, Chine, Hong Kong, Macao, Singapour et Canton, de souvenirs, en 2019. Donc il y a un petit gap avec le Covid, bien sûr. Ils n'ont pas fait ce genre d'événement pendant le Covid. Et donc c'est toujours 500 burgers à chaque fois vendus en une journée. Et pourquoi donc In-N-Out fait ça? Est-ce que vous avez une petite idée? Pour tester le marché, pour voir s'ils veulent s'implanter après. Alors ça, c'est la réponse officielle qu'a donnée à plusieurs reprises In-N-Out à l'étranger. Je suis tombé d'ailleurs sur un article écrit à Berlin par un journaliste anglophone à Berlin qui disait que c'était la réponse officielle de In-N-Out, test de marché. Seulement, pourquoi faire un test de marché en une journée? Pourquoi pas ouvrir une enseigne? Ils ont les moyens. Pourquoi pas faire d'abord un test sur le marché sur l'ensemble du continent américain, qui est plus proche et donc qui est plus facile au niveau logistique, au niveau de trouver les produits, etc. Voilà, donc plein de questions se pose ce journaliste, et une des réponses qu'il a trouvées, c'est que In-N-Out a déposé sa marque un peu partout dans le monde pour la protéger, pour pas que d'autres gens essayent d'ouvrir des In-N-Out dans le monde sans qu'ils aient le contrôle sur ce qui est vendu. Et donc, le seul problème, c'est que pour ouvrir une marque et garder la propriété de la marque en tant que restauration, il faut faire de la restauration. Oui, en fait, c'est assez logique. Mais... Et donc, tous les 5 ans, ils font dans un des pays dans lesquels ils ont la marque déposée. C'est la théorie de ce journaliste qui fait que, en fait, pour conserver leurs droits sur leur marque dans chaque pays, ils doivent faire un petit peu de nourriture une fois de temps en temps. Et c'est ça l'origine de ces pop-up stores. Mais du coup, c'est dommage parce que moi, j'aurais voulu savoir s'ils sont particulièrement bons, en fait, mais tu n'as pas pu les goûter. De ce que j'entends, en tout cas, je pense qu'il y a une petite émulsion populaire. Tout le monde dit que c'est vraiment top, que c'est super bon, c'est vraiment les meilleurs burgers américains. Et je pense que le fait que tout le monde le dise, personne n'a envie de dire le contraire non plus. Et donc, ça a un effet placebo sur les gens qui vont y manger. Et bon, il y a toujours des déçus, il y a des gens qui vont trouver ça nul. Mais bon, je pense que le fait que ce soit si rare aussi contribue à donner cette impression de meilleur, puisque c'est rare, c'est difficile à obtenir. Donc c'est forcément quelque chose qui donne plus envie, puisqu'on ne peut pas l'avoir facilement. L'inaccessibilité du produit. Voilà. Et donc voilà pour cette petite anecdote sur In-N-Out. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc cette fois-ci c'était Hong Kong, Japan, c'était Taïwan, Japon, Corée du Sud, et il y a eu un épisode en Chine et un épisode en Asie du Sud-Est, Philippines, Vietnam, Thaïlande et Singapour. Mais finalement ils ont ouvert ils n'en ont ouvert aucun. Ah bon, ils en ont ouvert aucun dans la zone? Ouais. Ils veulent rester en Californie et pour ils sont bien chez eux. Et ils veulent juste protéger leur marque, ils font ça que pour ça. Enfin, la théorie en tout cas du journaliste à Berlin, c'était ça. Voilà donc pour cette petite histoire. Vous saurez pourquoi il y a eu un In-N-Out pour une seule journée à Taipei cette semaine. En tout cas, ça m'a ouvert l'appétit, je commence à avoir faim. Mais bon, je ne pourrais pas avoir de burger In-N-Out puisque j'ai raté le coche. Peut-être qu'il faudra attendre 5 ans la prochaine journée. Et pourtant, il y a plein d'enseignes très bonnes au niveau des burgers à Taïwan. Donc voilà, j'ai essayé, chercher un petit peu. Et moi, perso, j'aime beaucoup les hamburgers vegan. Et c'est très sympa, j'aime bien. Avec l'Impossible Meat, etc. Voilà. Donc je conseille. Je vous donnerai pas de nom, mais parce que c'est vraiment en essayer plusieurs, quoi. Mm-hmm.
Ok. Eh bien, on vous laisse donc aller vous restaurer. Merci beaucoup de votre écoute. C'était On en parle à Taïwan, qui vous était présenté par Florian Day. Valentin Floquet. et Sasa. Nous vous disons à la semaine prochaine.